parti, donc j'enregistre. Super. Ok, donc si jamais il y a un souci au niveau de ma voix ou du PDF, vous me le dites. Vite fait, parce qu'on a perdu un peu de temps, je suis encore désolé. Moi, je m'appelle Tristan, je suis en 5e année de médecine, là, donc c'est ma 2e année d'externat, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. J'ai passé un PACES il y a 5 ans. Voilà. Du coup, on aura l'occasion de se revoir pendant le stage. Je ferai sûrement quelques cours ou quoi. Je serai peut-être pas tuteur cette année, mais je serai, enfin, tuteur de tuté à part entière. Mais je serai souvent là pour que ce soit la méthodo, les cours, les QCM, tout ça. Ça fait 4 ans que je suis tuteur enfin 3 ans et demi maintenant que je suis tuteur à master prépa. Donc n'hésitez pas sur les conseils, sur la méthodologie, sur la façon de prendre cette année, tout ça. Je suis ouvert à tout. Il y a mon numéro au début là. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis super disponible. Je vous réponds dès que j'ai le time et j'ai souvent le time. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. On commence. Alors, je ne sais pas trop ce que vous avez eu vraiment dans les cours, ce que vous avez fait, pas fait. Donc là, j'ai fait un petit peu la base de la base. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Et si vous trouvez ça dur, c'est normal. Vous êtes au tout début, c'est complètement normal. Il faut tomber dans les pièges. Plus vous tombez dans les pièges, plus vous retiendrez. Du coup, on démarre. Première question. On fait item par item et je vous dis qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Donc, l'atome est constitué d'un noyau composé de protons et de neutrons et d'un cortège électronique périphérique composé d'électrons. Cette phrase, elle est complètement vraie. Ok, c'est un peu la base de la molécule, l'atome, etc. Donc, il faut bien retenir que le noyau, c'est protons-neutrons qui sont bien liés ensemble. Les protons sont positifs, P comme positif. Les neutrons, c'est neutre, comme son nom l'indique. Et le cortège électronique périphérique, c'est les électrons qui, dans l'imaginaire collectif, tournent autour de l'atome, en fait, enfin autour du noyau. Comme ça, on verra que ce n'est pas vraiment vrai, mais en gros, il faut retenir ça. S'il y a le moins de soucis, vous m'arrêtez par contre. Au sein de la matière, l'interaction nucléaire faible est plus importante que l'interaction gravitationnelle. Ça, c'est vrai. Alors, j'ai voulu peut-être un peu vous embêter avec le fait qu'on dise que ce soit faible. C'est peut-être faible, mais ça reste une interaction nucléaire. Nucléaire, en gros, ça veut dire noyau. Tout ce qui concerne le noyau, c'est extrêmement puissant. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça marche, l'énergie, tout ça. L'énergie nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? On prend des atomes qu'on vient fissurer, on fait de la fission nucléaire. Et quand on fait de la fission nucléaire, on déclenche énormément d'énergie. Alors que l'interaction gravitationnelle, celle qui nous tient en fait au sol, effectivement, elle est puissante, mais pas autant que la nucléaire. Si je vous mets sur la Lune, eh ben, vous verrez bien que vous n'allez pas partir en lambeaux, vos atomes vont rester accrochés entre eux, vous serez encore en fait en cohésion, alors que par contre, vous allez un peu graviter, vous allez vous envoler un petit peu, parce que l'interaction gravitationnelle, elle est moins importante. Il y a des valeurs à connaître un petit peu, ça c'est dans le tableau. Là, le but de ce QCM, c'est pas de vous faire apprendre les trucs les plus précis, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. C'est un élément chimique défini par un même nombre de masses, noté Z. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez fait un petit peu en terminale, mais c'est des notations précises. Peut être constitué de noyaux qui diffèrent entre eux par le nombre de neutrons. Ce sont des isotopes. Alors ça, c'est une définition à connaître par cœur. Je pense que pas mal la connaissent normalement. Elle est fréquente, enfin en tout cas en terminale, même en première d'ailleurs. Mais voilà, en gros, les atomes, ils sont définis par plusieurs nombres. Vous savez, il y a le nombre de masse, donc c'est le nombre Z, c'est le nombre de protons en fait, qui est caractéristique de l'élément. C'est-à-dire que si vous avez un élément avec 8 protons, vous savez que c'est de l'oxygène. Si vous avez un élément avec 6 protons, vous savez que c'est du carbone. C'est caractéristique. Et il y a le nombre de nucléons également qui est important. Ça, c'est dans la notation, je vous renvoie au cours. Mais du coup, si des atomes ont le même nombre de protons, mais qu'ils ont un nombre de neutrons différents, on dit que ce sont des isotopes. C'est presque le même élément chimique, mais il a des différences. Un ion aura un nombre d'électrons différent que le nombre de masses de l'élément. Ça, c'est vrai, c'est une petite subtilité. Un ion, qu'est-ce que c'est? C'est un atome qui a perdu ou qui a gagné des électrons. Alors, je viens de voir que Ilan a levé la main. Je ne sais pas ce que c'est ça. Oui, c'est moi. Ok, vas-y. Ah, trop bien de faire ça. Mais juste, je crois que le nombre de masse, c'est A. C'est le numéro atomique Z. Oui, oui, autant pour moi. Oh, bah, ça commence bien. Première question, je fais une gaffe. Ouais, autant pour moi. Bien joué. Bon, c'est bien, tu as bien vu ton cours. C'est le numéro atomique, nombre Z. Voilà. Et le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons, c'est le nombre qui est noté en haut. Je sais pas si vous avez vu ces fiches. J'ai fait pas mal de fiches pour les différents cours que j'avais fait. Donc, le noyau de l'atome, voilà, cette représentation-là. Vous avez le nombre de nucléons en haut qu'on note A. C'est le nombre de masse. Et le nombre atomique, ici, c'est le nombre de protons. Voilà, bien joué. Heureusement que tu m'as fait relever ça. Donc, parfait. C'est mea culpa. Du coup,
À la D, donc je corrigerai, hein, je vous renverrai une version propre. Ah oui, sachez que les tuteurs ont fait souvent des erreurs comme ça. C'est pas qu'on est con, mais un petit peu des fois, on a tendance à oublier. J'avoue que la passesse, c'est 5 ans derrière moi. Je ne suis pas toujours au point. Alors, un ion aura un nombre d'électrons différent que le nombre de masses de l'élément. Du coup, la même erreur se pose, vu que j'ai remis le même truc comme un débile. C'était le nombre atomique. En fait, un élément, il a, donc par exemple, un nombre atomique 8. Ça veut dire qu'il aura normalement 8 électrons. Pourquoi? Parce que 8 charges positives, les protons, contre 8 charges négatives, les électrons, ça s'annule, l'atome est neutre. Et c'est le but, on veut que l'atome soit neutre. Un ion, il a gagné un surplus d'électrons ou il a perdu un surplus d'électrons. Donc au final, il aura moins d'électrons que son nombre de protons ou inversement, plus d'électrons que son nombre de protons. Est-ce que ça va? Je ne vous ai pas perdu. Désolé pour la faute nombre de masse. Du coup. C'est bien numéro atomique Z. Et enfin, la E, elle était fausse. Les électrons sont chargés négativement, c'est vrai, et s'opposent aux charges positives des neutrons, c'est faux. Les neutrons sont neutres. Ils s'opposent aux charges positives des protons pour assurer l'électroneutralité de l'atome. Ok, est-ce que ça va? Donc je corrigerai ça. Hein. D'ailleurs, je peux le faire maintenant. Oui. J'essaye de faire vite quand même, hein, parce que du coup, on a commencé un peu tard. Question 2. Les électrons d'un atome peuvent prendre n'importe quelle valeur d'énergie. Ça, c'est on ne peut plus faux. C'est assez compliqué à comprendre au niveau... c'est un peu abstrait, mais c'est vraiment très, très faux. En fait, dans un atome, dans un élément chimique, les électrons ils peuvent prendre des valeurs précises d'énergie qu'on appelle des niveaux d'énergie. C'est un peu des états quantiques. Je crois que vous avez plusieurs cours sur YouTube où on vous détaille un peu plus. Le prof ira peut-être un peu plus loin sans trop accéder dans les détails. Mais en gros, il y a la mécanique quantique, c'est plein de choses différentes. Et en fait, les électrons, ils sautent de certains niveaux à certains niveaux, ça s'appelle des sauts quantiques, ce qui fait qu'il y a vraiment des valeurs précises, définies, qu'on peut calculer. Pour chaque atome a ses niveaux caractéristiques d'énergie. Du coup, l'électron, il ne peut pas prendre 1, 2, 3, 4, 5 comme valeur, il va prendre peut-être moins 13,6 pour l'hydrogène, par exemple, puis moins 5,1, puis moins 3,2, mais pas les valeurs qui sont entre. Ça, vous n'allez pas connaître les valeurs pour chaque atome, c'est juste qu'il faut savoir ça. Et d'ailleurs, sachez que j'avais vu un reportage qui disait que, un documentaire qui disait qu'avec ça, si on exploitait ça au maximum, le saut quantique, on pouvait peut-être être amené à faire de la téléportation. Voilà, je trouve ça super intéressant. B. La représentation de l'énergie de l'atome suit un modèle dit probabiliste. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, étudier un atome, c'est compliqué. On ne peut pas être sûr à 100%. C'est de la physique plus des maths. Les maths, c'est super compliqué, on ne comprend rien. La physique, c'est super compliqué. Ok, bah c'est probabiliste. On ne fait que des hypothèses. En fait, quand on prend un atome, quand on veut voir où se trouve un électron, en fait, on va pouvoir émettre une hypothèse, se dire, bon, bah, il sera peut-être là, mais on ne sera jamais sûr. C'est ce qui est représenté là-dessus. Voilà, on a le modèle de Bohr qui nous dit qu'en gros, on a l'atome avec le noyau au milieu et l'électron se trouve dans un rayon qui est là. Au début, on pensait ça. En fait, le modèle quantique, la mécanique quantique vient compléter ça en disant qu'en fait, à un moment donné, si on essaye de trouver où l'électron se trouve, ben, il peut se trouver sur le cercle, mais également partout dans la surface. Et ça, on ne pourra jamais vraiment savoir où il est précisément. Ok? C'est probabiliste ou alors, on dit aussi non déterministe. La masse d'un proton converti en énergie équivaudrait à 931 milliélectronvolts. Alors là, je viens sûr. Alors vous allez avoir plein de pièges dans les écuries, ne soyez pas affolés, c'est normal. On est là pour vous faire chier un max, pour qu'au concours, vous vous dites, putain, mais en fait, c'est trop facile et je vais tout cartonner. Là, le piège, c'était milliélectronvolts. En fait, c'est des méga-électronvolts, donc on note grand M. Voilà, c'est un piège à la con, vous en aurez plein. Les pièges d'unité, ça tombe énormément en physique, c'est-à-dire le 3 du coup. Faites attention à ça. Ensuite, la D. Le retour à l'état fondamental d'un électron excité s'accompagne d'une absorption de lumière. Alors là, il faut comprendre un petit peu. Pareil, c'est un peu abstrait. Il me semble que dans les nouveaux cours, parce que moi, du coup, je me mets à la page, mais peut-être que les choses changent un peu depuis 5 ans. C'est ce petit schéma que j'avais refait. Peut-être que certains l'ont fait en physique. Pour aller très très vite, pas dans les détails, vous le verrez de toute façon, il y a un état fondamental de chaque atome, qui est l'état en fait de repos, on va dire. Et l'électron qui est en vert, il peut monter sur un état excité. Si on lui donne une différence d'énergie précise, vu qu'il y a des niveaux d'énergie précis, il peut monter, il s'excite. Et là, par exemple, s'il monte au niveau E5, une fois qu'il est en haut, qu'il est excité, il va se relaxer. Et en se relaxant, en redescendant jusqu'à l'état fondamental, il va émettre un photon d'énergie H nu.
Donc, la relaxation d'un électron entraîne une émission d'énergie et non pas une absorption. OK? Donc voilà, ça pareil, c'est un peu abstrait. Le prof ne va pas trop dans les détails, mais vous aurez l'occasion normalement de revoir un petit peu. Le photon, c'est juste de la lumière. Hein. C'est vraiment une émission de lumière, en fait. Et enfin, la E, l'émission d'un photon, du coup, entraîne une libération d'énergie définie par la formule E, énergie, est égale hc sur lambda. Ça, c'est une formule à connaître par cœur. Aussi, on dit, je crois que je l'ai écrit là, non, peut-être pas, c'est E égale h nu, nu étant la fréquence, c'est une lettre grecque là. H, la constante de Planck qu'il faut connaître, même si normalement ça ne tombe pas vraiment, il me semble. Et du coup, h nu égale hc sur lambda. C, c'est la célérité, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et lambda, c'est la longueur d'onde. Attention, grand red flag. Les formules en UE3, ça tombe énormément. Et un truc que vous devez vous efforcer à faire, parce que certains n'ont pas cette gymnastique d'esprit en maths, entre guillemets, c'est de tourner les formules. En fait, des fois, on va vous mettre cette formule, mais en la tournant un peu. En vous mettant, par exemple, E fois lambda est égal H fois C. Ce qui est vrai. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on enlève la division et qu'on fait passer le lambda à gauche, c'est bien une multiplication. Et voilà, enfin bref. Ça peut paraître super bête pour certains, pour d'autres, c'est un peu compliqué. Donc, apprenez à tourner un peu les formules. Des fois, on vous met la même formule, mais dans une forme différente. Du coup, vous êtes affolé, vous mettez faux alors que c'est vrai. Attention à ça. Voilà. Question 3. Le nombre, alors là, on arrive sur un point qui est un peu abstrait encore une fois. De toute façon, l'atomistique au début, l'orbital, ça, c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, ça, avec le temps, ça va. Le nombre quantique principal noté n est toujours un entier strictement positif. Ça, c'est vrai. Alors, les nombres quantiques, je pense que, alors, il me semble, si je n'ai pas de bêtises, que vous avez eu le cours à orbital aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé, mais normalement, elle a dû un peu vous expliquer en détail. Moi, je ne vais pas reprendre parce que ce n'est pas le but là, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas encore une fois. Je vous ai remis une petite feuille que j'avais fait pour reprendre la base. En fait, un atome, il y a des électrons qui tournent un peu autour, on ne sait pas vraiment où ils sont, mais on peut deviner un peu. Il faut imaginer qu'un atome, c'est comme s'il était contenu, c'est comme si autour de lui, en fait, il y avait des boîtes dans lesquelles on peut mettre plusieurs électrons. Dans chaque boîte, on peut mettre 2 électrons. Et chaque boîte, en fait, c'est une orbitale. Et bien, ces orbitales, elles sont définies par des nombres qui prennent des lettres, ce qui est un peu bizarre. Et en fait, il faut un peu connaître ces caractéristiques. Donc, le nombre quantique principal noté n, ça c'est vrai, est toujours un entier strictement positif, c'est vrai. En gros, on part du niveau n1. n1, c'est quoi? C'est la première grosse boîte, la première boîte principale dans laquelle on va mettre nos électrons. Okay, et ça définit un peu le rayon. Enfin, en fait, cette première boîte, elle est toute petite. Elle est proche du noyau. Plus vous prenez un niveau n qui est égal à 47, par exemple, plus votre boîte est énorme et plus les électrons vont pouvoir se trouver loin du noyau. C'est très abstrait ce que je dis. Et il y a beaucoup de vidéos, je pense, sur YouTube ou quoi, qui peuvent dire complètement l'inverse parce que c'est vraiment extrêmement abstrait. Nous, on essaie de simplifier pour avoir les points au QCM. Hein. C'est carrément ça qu'il nous faut. Donc voilà. Mais en gros, ça ressemble quand même à ça. Du coup, c'est vrai, ça démarre à N1 et ça va jusqu'à on ne sait pas combien. Le nombre quantique azimutal, noté L, c'est un autre, il y a azimutal, il y a un autre nom aussi, est égal à 7 si le nombre quantique principal N est égal à 9. Alors ça, c'est une question un peu chelou, un peu bizarre. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que, donc ici, regardez, B, nombre quantique secondaire azimutal noté L, en fait, il prend des valeurs allant de 0 à N-1. Il prend des valeurs. C'est-à-dire qu'il prend les valeurs de, ici, n égale 8, donc n-1 égale 7. Donc L prend les valeurs de 0 à 7. Ça veut dire qu'il peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Mais ça ne veut pas dire que si n égale 8, ça ne veut pas dire que L égale 7. Ça ne veut strictement rien dire ça. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut comprendre. Donc le piège était là. L, c'est quoi? En gros, c'est... donc vous avez votre boîte. En fait, L, c'est la forme de cette boîte. Voilà. Donc si on prend L égale 0, en fait, c'est la boîte qui a une forme de sphère. Si on prend L égale 1, c'est la boîte qui a une forme d'ellipse ou altère, etc., etc. Ensuite, le nombre quantique magnétique noté ML prend 2 fois L plus une valeur. Alors attention, des fois, il y en a qui ne captent pas, mais les points, en QCM, c'est un fois, hein, c'est un multiplié. Certains mettent des croix, certains mettent des points, donc attention à ça. Effectivement,
En gros, vous aurez le temps de travailler ça pour comprendre un peu, c'est un peu compliqué au début. Mais en gros, ML, il prend 2 fois L plus une valeur. Donc si L est égal à 1, 2 fois 1, 2, plus 1, 3. ML, il prendra 3 valeurs différentes. Et là, les valeurs, pour le coup, elles vont, regardez ici, elles vont de moins L à plus L. Donc si L est égal à 1, ça ira de moins 1, ça prendra les valeurs moins 1, 0, 1. Voilà. Et en gros, ce nombre, lui, il ne définit pas la forme de l'orbital, il définit son orientation. Donc ça va vous dire si votre altère, là, elle est orientée vers la droite ou vers la gauche, vers le nord, vers le sud, peu importe. En gros, c'est ça. Le nombre quantique magnétique de spin noté ms est toujours égal à 1,5. C'est faux. Il est toujours égal à, enfin, il est égal à 1,5 ou à moins 1,5. Attention. Ok, c'est pas pareil. Hein. Donc c'est toujours 1,5, mais c'est soit positif, soit négatif. Ce système, il est restrictif. Quand vous voyez des toujours, des jamais, il faut toujours se méfier, mettre un gros warning dans votre tête. Dans les écuries, on essaye toujours de vous piéger sur ça. Et enfin, une orbitale atomique est définie par un triplet NLMS. Pareil, piège, c'est ML. C'est le nombre quantique magnétique ML et non pas MS. C'est-à-dire que quand vous avez un atome, si vous avez son N, son L et son ML, en fait, vous pouvez savoir si votre électron, enfin non, quelle boîte votre électron il est. Vous savez dans quelle boîte principale, quelle est l'énergie de l'électron, en gros, hein, et quelle est sa taille, la taille de la boîte, vers où il se trouve, L, de quelle forme est l'orbital, et ML, du coup, où elle est orientée. Voilà. Il faut ces 3 nombres. Ce n'est pas juste avec le ML qu'on pourra savoir où est l'électron. Déjà que c'est probabiliste, alors si en plus on n'a pas les bons nombres, pas les bonnes associations, c'est compliqué. OK. C'est peut-être un peu flou pour certains, donc n'hésitez pas à poser des questions, je reprends avec vous en message privé s'il faut, mais ça, c'est bien à comprendre. Et le nombre quantique de spin, je ne l'ai pas dit, mais en gros, c'est la rotation de l'électron sur lui-même. Il peut tourner soit dans un sens, soit dans l'autre. En gros, voilà. Donc, soit plus 1,5, soit moins 1,5. OK. Ensuite, une orbitale contient maximum 2 électrons, et ceux-ci doivent être de nombres quantiques de spin, ms, du coup, donc c'est bon, opposés. Ça, c'est vrai. C'est la règle de Pauli. Il y a 3 règles à apprendre dans ce cours. Par cœur, ça tombe tout le temps. La règle de Pauli dit qu'en gros, dans une orbitale, pour ceux qui ont fait un petit peu la mécanique quantique et tout, une orbitale est égale à une case quantique. Je l'ai remis là. Voilà. Au niveau schématique, on l'écrit comme ça. Un carré, là, une boîte égale une orbitale. Et bien, dans une orbitale, on peut mettre 2 électrons maximum. Et la règle dit que les 2 électrons doivent être de spin opposés. Il ne peut pas y avoir, dans cette même boîte, 2 spins qui soient entre guillemets positifs ou négatifs. Ça se détermine comme ça. Un spin vers le bas, un électron comme ça, c'est moins 1,5. Un électron comme ça, c'est plus 1,5. Ça, c'est des conventions d'écriture. C'est la règle de Pauli. Pour retenir, je me disais, alors, plein de moyens mnémotechniques, efforcez-vous d'en créer, en fait, d'en faire. Même s'ils sont ridicules, c'est pas grave. Plus le moyen mnémotechnique est ridicule, plus vous retiendrez. Et faites-vous des potes avec qui vous partagez vos moyens mnémotechniques. Parce qu'en disant vos moyens, en fait, ça va vous faire rire. Ou là, vous allez dire, putain, mais c'est giga con. Mais au final, vous allez le retenir. Moi, un moyen que j'avais, c'était poli. Poli comme l'adjectif être poli. Bah, du coup, 2 électrons dans une même case, ils vont être polis et pas, en gros, s'habiller pareil. Enfin, pas être identiques. Ils vont se respecter, entre guillemets. Et voilà. Du coup, il y en a un qui va vers le bas, un vers le haut, un positif, un négatif. C'est ridicule, mais ça m'a permis de retenir. Et encore 5 ans après, je le retiens. J'ai pas de moyen mnémotechnique pour les autres noms, notamment Kleshowski, que je ne sais même pas comment ça se prononce. Du coup, selon la règle de Kleshowski, la couche 4S est moins énergétique que la couche 3D. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'inversion de Kleshowski. Cette règle, elle nous dit quoi? Qu'en gros, l'énergie des orbitales, elle augmente avec la somme n plus L, donc les 2 premiers nombres quantiques. OK. Donc là, je passe un peu. J'espère que vous avez compris un peu le cours, que ça a été clair, parce que sinon, ça va être un peu long que j'explique ça. Mais en gros, la couche 4S, 4, c'est toujours le nombre quantique principal, donc n. Donc 4s, n égale 4. S, c'est la première orbitale de chaque couche. C'est l'orbitale qui a une forme de cercle. Et du coup, ce S, ça correspond à un nombre quantique secondaire, L égale 0. Et bien, la somme n plus L égale 4. On fait pareil pour la 3D. 3, donc n égale 3. Et pour les orbitales notées D, il faut que L soit égal à 2. En fait, les orbitales D, c'est le troisième groupe d'orbitales qu'on peut ouvrir, qu'on peut remplir d'électrons.
Et du coup, pour 3D, on a n plus L égale 5. Donc, même si la couche 4S, vu que c'est n égale 4, même si c'est la couche la plus grosse, la boîte la plus grosse, la boîte la plus énergétique, on pourrait se dire, bah, à cause de cette règle de Kleshowski, en fait, la couche 4S est moins énergétique que la couche 3D. C'est un peu compliqué à comprendre ça. Vous le comprendrez sûrement après avoir vu le cours un peu plus de fois ou alors après avoir eu des explications d'un peu plus de tuteurs. Mais n'hésitez pas à me demander du coup pour ça. Vous avez juste cette inversion à connaître. La suite, pas besoin de connaître. Ensuite, la configuration la plus stable pour des orbitales atomiques dégénérées d'une même sous-couche correspond à un nombre quantique magnétique total de spin minimal. C'est la règle de Planck. Tout est faux là-dedans. Je voulais parler de la règle de Hund, H-U-N-D, qui est là. OK. La règle de Planck, ça n'existe pas. Enfin, peut-être ça existe, mais je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai inventé. En fait, quand vous avez des orbitales atomiques dégénérées, ça veut dire des orbitales de même énergie. Par exemple, les orbitales P. Vous savez qu'il y a 3 orbitales P. Ben, ces 3 orbitales sont dégénérées. Elles ont la même énergie. Et ben, pour que l'atome soit stable, s'il a des électrons qui vont dans ces boîtes, la règle dit qu'il faut que le spin magnétique total soit maximal et non pas minimal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez vos orbitales P ici, c'est des orbitales collées par 3, elles sont dégénérées parce qu'elles sont collées, même énergie. Et bien pour que ce soit stable au plus haut possible, il faut que les spins aillent tous vers le haut. Si vous mettez tous les électrons qui vont vers le haut, vous aurez 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ça sera maximal et ça sera stable. À l'inverse, si vous faites ça ici, si vous mettez un vers le bas, un vers le haut, moins 1,5 plus 1,5, ça fait 0. Le nombre total de spins, il n'est pas maximal, du coup, c'est moins stable. Ouais, Noam? J'ai juste une question par rapport aux orbitales dégénérées ou pas. Comment on Ouais. sait laquelle est dégénérée ou pas? Parce que les P, elles ont la même énergie, mais les S aussi, du coup. Ouais. En gros, la couche, enfin l'orbitale S sur la couche 1, bon, elle est toute seule, donc elle a tout le temps la même énergie en fait. Par contre, la couche S, enfin, l'orbitale S de la couche 1 n'a pas la même énergie que l'orbitale S sur la couche 47. OK? Par rapport à quoi? Bah ça, c'est comme ça. En fait, si tu prends ta première boîte, n égale 1, tu as une petite orbitale S qui est toute petite. Donc en fait, tu te dis qu'elle a une moins bonne énergie. Enfin, elle est plus faible en énergie. Si tu prends ta couche n égale 1416, forcément, ta boîte S, même si elle est toute seule, elle sera énorme. Donc elle aura plus d'énergie. OK? Ouais. Par contre, si tu te mets sur une même couche, donc par exemple, on va se mettre sur la n égale 5, c'est sur des boîtes qui sont quand même plus grosses. Si tu prends les orbitales P, en fait, c'est une boîte où il y a 3 compartiments. En fait, c'est un tiroir où tu as 3 compartiments. Et bien, ces orbitales P, peu importe la couche sur laquelle tu es, ces 3 orbitales P sont toujours de même énergie. C'est une convention, c'est comme ça. D'accord. Okay. Ok. Sauf si dans le cours orbital, vous le verrez, enfin vous l'avez vu peut-être, il y a la levée de dégénérescence, c'est-à-dire qu'on met une forte énergie sur l'atome, ce qui fait que ça va déstabiliser la chose et ça va un peu te casser tes orbitales qui sont par groupe. Par exemple, tes orbitales D notamment, vous voyez dans les exemples, les orbitales D peuvent avoir une levée de dégénérescence et ne plus être dégénérées, donc avoir des énergies différentes. C'est bon? Merci beaucoup. Ok, donc c'était spin maximal et règle de Hund du coup. Ensuite, si tous les électrons sont appareillés, la molécule est dite diamagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire des électrons appareillés? C'est ça, ici, là. Hop. En gros, appareillés, c'est quand les électrons sont en doublé. Quand vous prenez une boîte, vous mettez 2 électrons dedans, ils sont appareillés. Et vu qu'ils suivent la règle de Pauli, il y en a un qui va vers le haut, un vers le bas, un qui est positif, un qui est négatif. Moins 1,5 plus 1,5, ça fait 0. Une molécule qui a un nombre magnétique total de spin égal à 0 est dite diamagnétique. Donc, peu importe le nombre d'orbitales que vous avez, si dans chaque orbitale, vous avez 2 électrons appareillés, dans tous les cas, votre molécule fera 0 de spin et elle sera diamagnétique. S'il y a un seul électron qui est tout seul, célibataire, comme ici, là, s'il y en a un seul qui est célibataire, là, ça sera paramagnétique. Parce que le spin, je l'écris là, voilà, je mets un exemple, le spin sera différent de 0. Et enfin, l'avant-dernière colonne du tableau périodique des éléments contient les gaz nobles. Ça, c'est du par cœur. Peut-être que certains l'ont un peu étudié, ce tableau. La dernière colonne, pardon, c'est les gaz nobles. L'avant-dernière colonne, c'est ce qu'on appelle les halogènes. Voilà, ça, c'est à connaître par cœur. Ensuite, tout système physique ou chimique dans la nature tend vers l'état d'énergie minimum. Ça, c'est vrai. Quand vous avez des phrases longues comme ça, séparez un peu vos phrases tout le temps. Parce qu'on peut vite vous lâcher un petit piège à la con en plein milieu d'une parenthèse ou de virgule. Donc, effectivement, pour être stable dans la nature, il faut que l'énergie soit minimum. Si on a trop d'énergie, on est instable.
Donc, énergie minimum pour un état stable, et cela se fait par le biais de liaison grâce aux électrons. Effectivement, le liant de la matière, c'est la première phrase du cours presque. Ce qui fait les liaisons entre les atomes, ce sont les électrons, qui se mettent entre eux, du coup, appareillés ou non appareillés, qui s'échangent, etc. Plus on va vers la droite et vers le haut dans le tableau périodique des éléments, et plus l'électronégativité augmente. Effectivement, j'ai mis le tableau là, j'ai mis le début du tableau. Si vous allez en haut et vers la droite, sans compter les gaz nobles qui, eux, en fait, sont vraiment des loups solitaires, ils sont super stables parce que toutes leurs couches sont remplies à fond, ils n'ont plus de place pour faire des échanges. Du coup, ils sont stables tout seuls et ils ne font pas de liaison. Plus on va vers le haut et la droite, plus c'est électronégatif, ça veut dire électronégatif, c'est un atome qui attire les électrons vers eux. Okay, électropositif, c'est un atome qui a tendance à donner ses électrons. Peut-être que certains l'ont fait ça. Donc ça, cette phrase, elle est par cœur, elle tombe chaque année, presque. Les gaz nobles, je viens de le dire, ne font aucune réaction chimique. Pourquoi? Parce que leurs orbitales sont pleines. Ils n'ont pas de trou pour accueillir des électrons et pas d'électrons en plus pour en donner. Du coup, ils sont parfaitement stables, tout simplement. L'échelle de Pauling, c'est l'échelle qui évalue l'électronégativité des éléments. Elle prend des valeurs qui vont de 0 à 4, c'est faux. Ça va de 0,7. 0,7, c'est le minimum. C'est pour le francium qui est tout en bas à gauche, du coup. Donc, en gros, il faut revenir, voilà, ça va de 0,7 à 4. Et il n'y a pas d'électronégativité égale à 0. Ça veut dire que n'importe quel atome, même s'il est le moins électronégatif, il y a quand même une part de lui qui attire un minimum les électrons. Parce que s'il n'attirait pas les électrons un minimum, il ne ferait pas de liaison, etc. Et enfin, les halogènes ont tendance à gagner des électrons pour établir des liaisons et deviennent donc des anions. Ça, je vous ai mis, pareil, dans une fiche que j'avais fait juste là, une explication un petit peu. Donc pour ceux qui ne sont pas adeptes de cette formulation-là, ça, c'est en travaillant le cours orbital que vous capterez, en faisant des écuries et en ayant des conseils des tuteurs. Si vous avez des questions, vous me demandez. Peut-être que Dan a des vidéos ou quoi, je ne sais pas. Mais en gros, si on prend le chlore, bref, 17 protons, donc 17 électrons, vu que ce n'est pas un ion, on les range dans les cases d'une façon qui est toujours la même et que vous apprendrez, que vous connaîtrez par cœur, c'est super facile en fait. On les range. Et en fait, on a une règle de l'octet qui nous dit que la couche la plus périphérique, celle qui fait les liaisons, donc la couche la plus périphérique, c'est le N le plus grand, la plus grosse boîte. Ici, c'est 3. Donc, il n'y a que ces électrons-là qui sont le plus externes qui peuvent faire des liaisons. Du coup, ce bloc-là, en fait, la règle de l'octet dit que pour que ce soit stable, il faut que ce bloc-là soit totalement rempli ou pas du tout rempli. C'est le mieux. Et bien, du coup, les halogènes, ils ont tout le temps, ça c'est dans le tableau périodique, ceux qui sont ici, là, ils ont tout le temps un électron en moins. Enfin, il leur manque un électron, en fait, pour se combler au max. Donc, le mieux, c'est quoi? Deux solutions. Soit, pour être stable, on va virer ces 7 électrons, donc il faut arracher 7 électrons, ce qui est assez dur en termes d'énergie, soit on va juste gagner un électron pour combler au max. Du coup, tous les halogènes, ils ont toujours cette configuration-là avec un électron qui leur manque, donc ils vont tous avoir tendance à essayer de gagner un électron. Si un atome gagne un électron excédentaire, ça devient un anion, okay, un ion négatif. Est-ce que ça va? Allez. Oui. Oui, parfait. Oui. J'essaie d'accélérer un petit peu pour vous laisser avant 20h quand même. Désolé, ça va un peu vite. On peut isoler deux grands types de liaisons, les liaisons covalentes et les liaisons ioniques. C'est faux. Alors, quand vous avez des items avec 2 points, ça sera toujours débat. Vous aurez toujours moyen de critiquer les tuteurs. Vous direz, ah, mais c'est n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est normal, c'est la vie de la première année. Quand vous avez un item avec 2 points, souvent cet item est restrictif. Ça veut dire qu'on veut, derrière les 2 points, qu'il y ait tout ce qui est écrit dans le cours, en fait. Il faut vraiment qu'il ne manque aucun élément. Et qu'il n'y ait aucun élément en plus, d'ailleurs. Dans ce cours-là, 2 grands types de liaisons. C'est faux, il y en a 3. C'est les liaisons covalentes, les liaisons ioniques et les liaisons métalliques. Attention, j'aurais pu faire un autre piège. En soi, on peut les déterminer en 2 grands types de liaisons. Les liaisons covalentes et ioniques, on les regroupe dans un même groupe, qui sont les liaisons chimiques. Et ensuite, il y a les liaisons métalliques. Donc, selon l'item, ça sera soit 3 grands types de liaisons covalentes, ioniques, métalliques, soit 2 grands types de liaisons chimiques, métalliques. OK. Si j'avais mis juste ça, ça aurait été faux. Enfin, bon, du coup, c'était pas logique parce que j'avais mis 2 grands types, mais voilà, faut faire attention. Dans une liaison chimique, si la différence d'électronégativité entre les 2 éléments est nulle, la liaison sera covalente. Ça, c'est vrai, vous l'avez sûrement étudié, ça. En gros, si vous avez 2 éléments qui sont pratiquement pareils au niveau de l'électronégativité, il n'y en a pas un qui attire plus ses électrons que l'autre. Du coup, ils vont se mettre d'un commun accord et ils vont partager leurs électrons de manière équitable, à une même distance, équidistant, et ça va faire une liaison covalente. Si cette différence est trop forte, il va y avoir un électron qui va
il va y avoir un atome qui va complètement capter un électron et devenir un ion, et l'autre qui va devenir un ion aussi. Il y aura un cation et un anion. Je l'ai mis là, en fait. Voilà, je vous ai résumé là dans une fiche que j'ai faite aussi. En gros, voilà, je reprends ici le bail. L'effet inductif, je ne sais pas si vous l'avez fait en cours, ça, pareil, ça, ce cours-là, il est super court. C'est les mêmes questions, mais alors vraiment les mêmes questions qui tombent chaque année. Donc, vous ne posez pas trop la tête, c'est un peu compliqué. Enfin, si on pousse le détail, c'est compliqué, mais il faut retenir l'essentiel. L'effet inductif, c'est quoi? C'est la tendance de déplacement des électrons au sein de liaisons simples. Ce qu'il faut retenir, c'est que inductif, ça concerne les liaisons simples, autrement dit, les liaisons qu'on appelle sigma. C'est tout ce que vous devez retenir. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, dans une liaison sigma, enfin dans une liaison simple, vous avez toujours deux atomes. Il y en a toujours un qui est plus électronégatif que l'autre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez un effet inductif qui fait que les électrons vont aller vers le plus électronégatif. Et bien ça, si vous prenez une molécule où il y a 46 atomes, vous avez plein d'effets inductifs de partout. Et cette polarité différente fait que les composés sont plus ou moins réactifs. La mésomérie, c'est quoi? C'est la conséquence de la délocalisation des électrons au sein des liaisons doubles appelées liaisons pi. C'est presque pareil, mais c'est un peu l'inverse. La mésomérie, ça concerne les liaisons qui sont du coup doubles et qu'on appelle les liaisons pi. Et c'est pratiquement la même chose. D'accord? Sauf que ça se passe sur les liaisons doubles. C'est tout ce que vous devez retenir en gros. Ilan, vas-y. Juste, en gros, je l'ai fait le cours mésomérie, mais le Ouais. problème, c'est que j'ai pas compris en fait quand j'ai fait le QCM. Pour moi, liaison double, c'est vrai que c'est dans des liaisons doubles, mais dans la liaison, il y a la liaison sigma et la liaison pi. Ouais. Mais en fait, moi, je l'ai compris que les deux, c'était des liaisons pi. J'ai pas compris. Alors ça franchement, c'est source de débat un peu. Les profs, alors vous verrez, c'est un gros problème de la première année de médecine. Les profs ne sont pas d'accord entre eux. Donc, je n'ai pas une réponse claire à te donner. J'avoue que ça serait plus à regarder sur Internet, même si Internet, ce n'est pas ton meilleur ami non plus. Mais les liaisons pi, effectivement, c'est la résultante d'une liaison sigma plus une liaison pi. Et par abus de langage, en fait, on dit qu'une liaison double, c'est une liaison pi. C'est un peu de l'abus de langage. Okay, mais en soi, la liaison pi à part entière, c'est une liaison simple, mais qui se rajoute à une autre liaison simple. Tu as compris ou pas? Ok, ça va. Voilà, mais ne te prends pas la tête. Vraiment, effet inductif, liaison simple, liaison sigma, mésomérie, liaison double, liaison pi. Ok, Okay. ça va, merci beaucoup. Et l'effet mésomère, attention, il y a toujours des inversions entre l'effet mésomère et la mésomérie. L'effet mésomère, c'est la polarisation d'une liaison pi, donc d'une liaison double entre guillemets, résultant de l'existence d'une mésomérie symétrique. C'est faux, c'est juste logique. Réfléchissez. Si vous avez une mésomérie qui est symétrique, c'est-à-dire que vous avez une molécule, vous la séparez en deux, vous faites un plan de symétrie. À gauche comme à droite, il y a le même nombre de charges positives, le même nombre de charges négatives. Ben, du coup, votre molécule, en fait, elle sera, bon, peut-être que certains n'ont pas fait ça, mais elle sera, on va dire, apolaire. Elle n'aura pas de centre, enfin, en fait, elle n'aura pas d'endroit plus réactif que d'autres. Okay, du coup, elle ne sera pas vraiment polarisée. Alors que si vous avez une mésomérie qui est dissymétrique, et c'est ça le piège, ça veut dire qu'il y a un côté qui est plus positif et un côté qui est plus négatif. Et vous avez bien une polarisation. C'est-à-dire des barycentres, tout ça, des charges, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on s'en fout, ce n'est pas dans le cours. Retenez juste que l'effet mésomère, ça concerne les molécules où il y a une mésomérie dissymétrique, pour qu'il y ait un côté plus réactif que l'autre. Ce cours-là, il sert juste à vous montrer que certains endroits sont plus réactifs que d'autres, et du coup, ce qui est plus négatif va réagir avec le positif, et inversement. Et ça vous servira pour la chimie organique. Vous verrez avec je sais plus. Allez, 7. Est-ce que vous avez fait la stéréochimie? Vous êtes entraîné un petit peu ou pas du tout? Oui. Ouais. Ok, parfait. Ça, pareil, c'est de l'entraînement. Je ne vais pas refaire le cours parce que là, je n'ai pas le temps et je ne veux pas vous faire chier. Mais en gros, c'est de l'entraînement-entraînement. Si vous avez des questions, vous me demandez. Mais ça sera vraiment, à force d'en faire, vous ferez plein de fautes, je pense. Mais à force, on y arrive. Très rapidement, souvenez-vous que pour faire la stéréochimie, il faut savoir qu'il faut un carbone asymétrique. Ok. Donc, c'est un carbone qui est lié à 4 groupements différents. Et il faut savoir noter les groupements prioritaires. Vous avez un ordre qu'on appelle l'ordre de CYP. Il y a un moyen mnémotechnique juste là, la règle de CYP. Donc, c'est en gros, l'iode est prioritaire sur le brome, qui est prioritaire sur le chlore, etc. Et il y a un mémo là qui est dégueulasse, je ne sais plus qui me l'avait dit, mais en gros, ça marche. Et en fait, il faut savoir noter ces trucs. Et quand vous notez bien, ensuite, vous trouvez la rotation de votre molécule. Si ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est rectus, R. Dans le sens inverse, c'est Severus, S.
Donc, les molécules 1 et 4 sont des énantiomères. Qu'est-ce que c'est des énantiomères? En gros, c'est la même molécule, d'accord, qu'un carbone asymétrique. C'est super important, il faut qu'il y ait un carbone asymétrique. C'est une molécule qui a la même formule brute, mais qui n'est pas superposable. Okay, elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais elles ne sont pas superposables. Ça, c'est vraiment de la géométrie dans l'espace, c'est un peu chiant. Et comment on fait pour savoir ça? Il faut que ce soit la même molécule, qui ait vraiment les mêmes atomes et tout, mais que les deux sens de rotation soient différents. Qu'il y en ait une qui soit dans le sens R et une autre dans le sens S. Okay, donc ici, la molécule 1 et 4. On regarde si c'est la même. Effectivement, les groupements sont exactement les mêmes. On regarde leur sens de rotation. Donc là, il fallait savoir que le O est prioritaire. Ouais. Donc 1. Le N est ensuite secondaire. 2. Le C ici est prioritaire. Ensuite, c'est 3. Et 4 pour le H. Comme le H est en arrière du plan, je vais vite, hein, mais c'est des questions que vous me demandez. Hein. Comme le H est en arrière du plan, le quatrième groupement est en arrière du plan, on ne change rien. Juste on regarde dans quel sens ça tourne. Là, ça fait 1, 2, 3. Donc cette molécule est R. Ici, 1, 2, 3. Okay. Le groupement H, quatrième groupement, est en arrière du plan. On tourne vers la gauche, anti-horaire, cette molécule est S. C'est la même molécule, des carbones asymétriques, une est R, l'autre est S. Ces deux molécules sont bien des énantiomères. Ouais, Noam. Est-ce que là, on avait besoin de faire R et S ou est-ce que juste par l'effet miroir, on pouvait voir sans faire le R et S? Fais le R et S. C'est obligé? Ouais, vaut mieux. J'ai déjà vu des QCM où en fait, les molécules étaient tournées dans des sens bizarres. Du coup, tu croyais que c'était miroir sans trop l'être et tout, et en fait, tu te gourais. Ok. D'accord. Donc, toujours, entraîne-toi à fond pour le faire en 2-2, et au moins, tu es sûr d'avoir juste. D'accord. Les molécules 2 et 3 ont la même formule brute. Non. Formule brute, c'est CH3, voilà. CH3O2, par exemple. Il fallait compter les atomes et voir qu'il y avait, il me semble, j'ai mis un H ou un C de plus, je ne sais plus. J'ai mis 2 H de plus ici, il me semble. Du coup, voilà. Donc, ce n'est pas la même formule brute, ce n'est pas les mêmes formules, tout simplement. La molécule 2 est de configuration S. Alors là, il fallait pareil, renoter. 1, ici, c'était lui qui était prioritaire. 2, 3. Et là, le quatrième groupement est en avant du plan. C'est le deuxième cas de figure. Quand c'est comme ça, vous faites votre rotation. Donc, ça tourne dans le sens rectus. Okay, elle est R, cette molécule. Enfin, on dirait qu'elle est R. Mais comme le quatrième groupement est en avant du plan, on a juste à inverser le résultat qu'on a trouvé. Donc, si on a trouvé R, en fait, c'est qu'en remettant dans l'espace, cette molécule, en réalité, elle est S. Okay, donc, c'est en 2 étapes. Si le quatrième groupement est en avant du plan, on fait la rotation, on trouve un résultat, on se dit, OK, c'est l'inverse. Donc, cette molécule, elle était R. Ça, c'est l'entraînement, vraiment. Et la molécule 4 est de configuration S, on l'a dit, c'était vrai, elle est bien S. Je vais un petit peu la discussion. Voilà. Sincèrement, je vous passe ici, c'est la même chose. D'accord? Si vous avez des questions, vous me demandez juste après ou quand vous le referez. Comme ça, je ne perds pas trop de temps et vous allez manger à l'heure. Sauf que j'ai déjà mangé. Juste détail pour celle-ci, la molécule 1 est lévogir. En fait, le fait d'être S ou R, on s'en balèque. Ça ne dit pas du tout si c'est dextrogir ou lévogir. Dextrogir, lévogir, ça veut dire que la molécule dévie la lumière à droite, à gauche. Ça, je crois qu'on expliqué dans le cours, mais on s'en fout. Que ce soit R ou S, ça ne nous dit rien sur cette capacité-là. Donc ça, c'était faux. Et le reste, je vous laisserai me poser des questions si vous avez des soucis, on le refait ensemble. Hop, hop, hop. Ensuite, 9, orbital. Donc c'est l'un des cours les plus chiants d'atomistique du début, ça fait peur, mais promis, avec le temps, c'est plus facile et les questions sont relativement tout le temps les mêmes. De toute façon, vous verrez que c'est tout le temps les mêmes questions. La probabilité de présence de l'électron dans une orbitale est de 1. C'est faux. Je vous ai dit, pardon, Ilan, ouais. Juste pour la question 8, dans l'item D, on nous dit la molécule 3 est de configuration R. Sauf qu'on voit qu'il a deux groupements les mêmes, les deux H. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup? Est-ce qu'on peut le faire ou on dit non? Non, ouais, j'aurais dû quand même noter ça. Effectivement, c'est faux. En fait, comme le carbone n'est pas asymétrique, voilà, ok. Tu peux pas. Voilà. Tu n'as pas de rotation, tu as deux groupements qui ont la même priorité. Donc effectivement, ça casse tout. Okay, ça va. Avant de faire la configuration, voilà, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, de le préciser. Avant de faire la configuration, soyez systématique. Regardez si votre molécule, on peut faire la configuration. Sinon, ça ne sert à rien de vous abandonner, vous n'essayez même pas de perdre 3 heures à le faire. Okay. Merci du coup d'avoir remonté ça, ça me permet de faire un point. Donc je disais, probabilité de présence de l'électron dans une orbitale est de 1, c'est faux. En fait, dans la phrase du cours, c'est dans l'espace entier, si vous prenez un atome, si vous regardez son espace entier, effectivement, vous avez une chance sur une de trouver l'électron.
Par contre, si vous regardez dans une boîte en particulier, vu que le modèle est probabiliste, on ne sait pas vraiment, la probabilité est de 0,9. On a beaucoup de chances de trouver l'électron parce que l'électron, en fait, il fait des sauts quantiques toutes les 0,0000000 secondes. Donc, du coup, voilà, on a beaucoup de chances de le trouver, mais pas à 100%. Les orbitales P sont au nombre de 3, quelle que soit la couche énergétique que l'on étudie. Ça, c'est du par cœur, effectivement. Peu importe la boîte principale que vous prenez, on a N, qu'on soit sur la N1 ou la N3 ou la N6, vous aurez toujours 3 orbitales. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours ces 3 tiroirs. Qu'ils soient remplis en électrons ou qu'ils ne le soient pas. C'est-à-dire qu'un atome, il a 1 million de cases quantiques disponibles, 1 million d'orbitales disponibles, mais s'il n'a que 3 électrons, ben, il va les ranger que dans ces 3 premières orbitales. Okay, les orbitales P viennent avant les orbitales D. Ça, c'est une phrase qui est un peu... Ça ne serait pas posé en QCM classique, hein, enfin, au concours, mais c'est un peu voilà, de la réflexion pour vous aider. Juste quand vous ouvrez en fait, vos boîtes, il y a un ordre dans lequel on les ouvre. Vous verrez, si vous comprendrez, c'est toujours, on ouvre la S en première, ensuite on ouvre les P, ensuite les D, etc. sur chaque couche. Dans la couche 1, on n'a que les orbitales S. Dans la couche 2, on ouvre les S, puis après les P. Dans la couche 3, on ouvre les S, puis après les P, puis après les D. Et dans la couche 4, etc., les S, les P, les D et les F, etc., etc. Et nous, dans le cours, on s'arrête à D. Les orbitales sont dites dégénérées si elles sont d'énergie différente. C'est faux. Elles sont dégénérées si elles sont d'énergie identique. Très important, définition super importante, c'est du par cœur. Et les orbitales P et S ont la même énergie. C'est faux. Pas du tout. Okay, les orbitales P entre elles ont la même énergie. Dans une même couche, attention. Les orbitales S dans une même couche ont la même énergie, mais par contre, pas du tout les mêmes énergies, les deux. Je vous ai remis, pareil, une fiche que j'avais faite qui redécrit un petit peu en fait, comment ça marche à chaque fois, la séquence des orbitales qu'on ouvre ou pas. J'ai mis des exemples. Attention, juste, ouvrez tous les yeux là, ne quittez pas. J'ai fait une faute ici, ça date cette fiche. Là, c'est 2P et pas 3P, parce qu'on est sur la couche numéro 2. Voilà, donc juste attention ici, c'est un 2. Voilà, ça va essayer de le bien regarder, ça peut aider certains. 10. Les orbitales moléculaires antiliantes se notent avec un astérisque. Oui, ça c'est juste du par cœur. C'est une question un peu nulle, mais il faut le savoir. Ben voilà, direct. Ça c'est les diagrammes moléculaires. J'espère qu'on vous a montré comment les faire parce que c'est pas facile quand on voit ça la première fois. On se dit mais qu'est-ce que c'est? En gros, on a ici l'exemple du dioxygène, un oxygène, un oxygène. Ils vont faire une liaison entre eux. Ça va donner des orbitales moléculaires, du coup. Et il y a différents niveaux d'énergie de ces orbitales. Celles qui sont antiliantes, c'est celles où il y a le moins de stabilité, en fait. On les note avec une astérisque. Astérisque, j'arrive pas à ce mot. Voilà. C'est juste ça, c'est juste une convention. L'ordre de liaison est égal à la moitié du rapport entre les électrons liants et les électrons non liants. Ça, c'est une faute. Attention, elle était là, la faute. C'est pas rapport, c'est la différence. C'est une définition qu'il faut connaître par cœur, qui est écrite juste là. L'ordre de liaison, encadré en rouge ici, est égal à la moitié de la différence entre le nombre d'électrons liants et antiliants. Donc en fait, si on prend le dioxygène, hop, non, pas du tout, là, en fait, vous comptez les électrons qui sont sur les trucs liants, donc 100 petites étoiles, ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 moins ceux qui sont sur les antiliants, 1, 2, 3, 4, 8 moins 4, 4, 4 divisé par 2, 2, les oxygènes, enfin le dioxygène fait 2 liaisons pour se lier. Okay, et en fait, cet ordre de liaison, c'est égal au nombre de liaisons que peuvent faire les atomes, en fait. Voilà, si vous connaissez directement les liaisons des atomes entre eux, certains l'ont vu en terminale ou quoi, bah, vous pourrez directement connaître l'ordre de liaison. Mais bon, il vaut mieux savoir faire la formule et tout. Donc, il faut savoir, pour ce cours, c'est simple. Soit vous savez faire le diagramme en 2-2, et ça va super vite et c'est bon. Soit vous l'apprenez par cœur, hein, tout simplement. Dans ce cours, normalement, le prof ne fait tomber que les exemples du polycopier. Il ne vous fera jamais tomber une molécule qui n'est pas dans le cours. Donc, si vous apprenez par cœur, en fait, bah, c'est bon. Sauf que apprendre par cœur, des fois, c'est un peu dangereux. Donc, je vous conseille de savoir quand même faire du diagramme au cas où. Seuls les électrons de valence, donc sur la couche la plus externe, sont à prendre en compte pour la formation des orbitales moléculaires. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Un atome, il a des électrons qui sont internes sur les premières couches N, des électrons qui sont externes sur les dernières couches N. Ben, c'est la dernière couche qu'il faut prendre en compte, c'est les électrons qui sont le plus à même de communiquer avec d'autres électrons d'un autre atome. Okay, par convention coaxiale,
les orbitales PY forment des orbitales moléculaires notées sigma. Alors ça, c'est un truc vraiment affreux. Je n'ai pas la prétention de vous dire que je comprends cette partie du cours, vraiment pas. Donc, ça sera à bien comprendre avec le prof, même s'il explique très peu de choses, je vous préviens. Donc, c'est plus à apprendre par cœur. Mais si jamais vous avez l'occasion d'aller en amphi et de poser la question, posez-la. Mais en gros, dans cette dimension un peu en 3D des orbitales, tout ça, en fait, les orbitales PY, alors je vous le montre vite fait. Hop, c'est juste là. Non, pardon, là. Les orbitales S, quand elles communiquent ensemble, ça fait une symétrie axiale. Les orbitales S et P, quand elles sont ensemble, ça fait une symétrie axiale aussi. Mais les orbitales P, comme elles sont un peu différentes, ça fait une symétrie plan. Enfin bref, c'est vraiment du charabia qui tombe pas vraiment, je crois, en QCM. Après, ça fait 5 ans, donc ça a beaucoup changé, mais voilà, ça tombe pas vraiment. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est une convention, c'est comme ça. Les orbitales PZ, parce que les P, il y en a 3, donc sur 3 axes différents, X, Y, Z. Ben, les PZ, en fait, elles se rencontrent sur un même axe. Et vu qu'elles se rencontrent sur le même axe, elles se lient de façon axiale et forment une liaison sigma, une orbitale sigma. Voilà, c'est vraiment un truc par cœur. Alors que les PY et les PZ, les PY et les PX, vu qu'elles sont sur un plan un peu différent et qui n'est pas du tout axial quand elles se recouvrent entre elles, vous savez, ça fait cette espèce de haricot là, moche, ben là, du coup, ça fait une liaison pi. Voilà, c'est vraiment de la géométrie dans l'espace super compliqué. Je pense que sur YouTube, vous pouvez peut-être trouver des trucs qui vous aiguillent, mais franchement, avec le poly, j'avoue que c'est un peu imbuvable. Bref, donc c'était les orbitales PZ qui font des orbitales moléculaires notées sigma. Et enfin, le dioxygène, donc O2, premier truc à savoir de l'item, du coup, est une molécule qui, placée dans un champ magnétique uniforme, attention, sera attirée vers les régions de champ fort. C'est faux. Il y a 2 fautes là-dessus. Cette molécule dioxygène, donc soit vous la prenez par cœur, vous savez qu'elle est diamagnétique, soit vous refaites le diagramme et vous voyez qu'en comptant les spins, ça fait 0. Okay, donc cette molécule est diamagnétique. Si on la met dans un champ magnétique non uniforme, c'est comme tout à l'heure avec la mésomérie dissymétrique. Si on met un champ magnétique où il y a un côté qui est plus attracteur et un côté qui est plus répulseur, en gros, et bien là, ça va réagir. Et du coup, ça sera attiré vers les régions de champ faibles. Si vous mettez cette molécule dans un champ qui est uniforme, ben, elle ne va pas bouger, parce qu'il n'y a aucun côté qui est plus attirant que l'autre. Pour retenir, il y a un moyen technique un peu bâtard, et j'en veux à personne, d'accord, c'est pas du tout discriminant. Quelqu'un avait dit que le magasin Gia, pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est un magasin pas cher, genre c'est un petit netto. Du coup, c'est pour les pauvres, entre guillemets. Donc, c'est attiré vers les régions de champs faibles. Faibles, pauvres, voilà. Les moyens techniques de bâtard, ça marche aussi, donc n'hésitez pas. Et pour paramagnétique, une molécule qui est paramagnétique, on m'avait dit para comme paratonnerre. Le tonnerre, c'est puissant, donc c'est repoussé vers les régions de champs forts. Voilà. Weylan. Je crois que le dioxygène, c'est une molécule paramagnétique. Donc elle est bien attirée dans les régions de champ fort, mais elle est non uniforme, je crois. C'est ça le problème. Je crois que c'est juste. Ah, j'ai changé mon item alors. Ok. Parce que c'est quoi? T'es sûr c'est paramagnétique le dioxygène? Ah ouais, je suis sûr, parce que je crois que les Ok, deux, parfait. c'est PY, il y en a un. Du coup, ça fait. Ok, oui, bah voilà. Attends, qu'est-ce que j'ai mis dans la truc? Ok, attention à ce que j'ai mis du coup. Mais vous avez compris, je vous ai bien expliqué au max, donc j'espère que vous avez compris. Apprenez par cœur du coup. Et ensuite, voilà, le piège c'était vraiment sur non uniforme, parce que j'étais tombé dedans, j'ai perdu un point du coup au concours. Et voilà. Ok. Désolé pour le couac. Allez, on finit vite. Encore désolé pour les 15 minutes qu'on a perdues. Dans l'acide fluorhydrique, on retrouve une densité électronique plus forte vers l'atome de fluor. C'est vrai, donc acide fluorhydrique, c'est HF, hydrogène plus fluor. Le fluor est plus en haut à droite dans le tableau, il est plus électronégatif, du coup les électrons sont plus attirés vers lui. Du coup, effectivement, cette densité électronique, ces électrons sont plus vers le fluor, tout simplement. Dans les molécules polyatomiques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des molécules où il y a plusieurs atomes différents. La formation des orbitales atomiques nécessite l'hybridation des orbitales moléculaires. C'est faux, c'est l'inverse. En fait, c'est les orbitales atomiques, donc les orbitales de chaque atome, qui doivent s'hybrider. Donc ça, on vous l'a détaillé, j'espère, parce que là, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Enfin, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Les orbitales atomiques, elles doivent s'hybrider, prendre une certaine configuration, pour du coup se mélanger avec des orbitales atomiques d'un autre atome qui sont relativement différentes. Et c'est cette hybridation qui permet de faire des orbitales moléculaires, donc des liaisons. Okay, c'est juste le sens qui était différent. Une hybridation sp3 donne une géométrie tétraédrique. Ça, c'était vrai, c'est du par cœur.
Bon, voilà, cette partie-là du cours, elle est pareil, c'est super abstrait, mais en fait, c'est super automatique. Et de toute façon, c'est du par cœur, parce que c'est que les exemples du poly qui tombent, donc vous ne prenez pas trop la tête. La molécule d'eau est hybridée selon des angles 109 à 109 degrés. Ça, c'est faux. En fait, effectivement, la molécule d'eau, elle est hybridée sp3. C'est vrai, quand vous faites le petit truc là, c'est vrai. Elle est bien tétrahydrique. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la molécule d'eau, vous avez des doublés non liants. Vous savez, le O, il fait 2 liaisons simples, mais il a deux duos d'électrons qui ne se lient pas. Et en fait, ces doublés d'électrons qui sont très électronégatifs, parce qu'il y a beaucoup d'électrons à ce niveau-là, en fait, ils vont resserrer les angles de la molécule. Ils vont repousser, les charges négatives vont repousser un peu les liaisons, ce qui fait qu'au lieu de faire 109 degrés, ça va faire 104 degrés, à peu près. Il y avait une autre molécule dans le cours, c'est NH3, je crois. Pareil, le NH3, le N, l'azote, il a un doublé non liant, donc il est un peu moins chiant. Du coup, il repousse un petit peu les liaisons, mais pas beaucoup. Du coup, ses angles de liaison, c'est 107 degrés, il me semble. Voilà, pareil, c'est du par cœur. Et enfin, la combinaison d'une d'une orbitale atomique S et d'une orbitale atomique P, ça forme une hybridation digonale. Pareil, c'est du par cœur, c'est vrai. Hybridation digonale est égale à hybridation sp. Voilà. Et ça fait une molécule linéaire, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est vraiment du par cœur. Soit vous apprenez par cœur, soit vous essayez de comprendre et de savoir le refaire un peu. J'espère que Myriam, je crois, vous a donné le cours. J'espère qu'elle a été un peu claire. Si vous ne comprenez pas, il y a des vidéos sur YouTube, je crois, de différents tuteurs qui l'ont fait. Peut-être qu'il y a une vidéo de moi où je l'ai fait, je ne sais pas, ça doit dater, mais possible que je l'explique un peu en détail. À vous de checker un peu si vous voulez plus comprendre. On finit, il reste 3 QCM sur l'anatomie. Sincèrement, si vous avez des questions sur l'anatomie, n'hésitez pas parce que c'est quand même la matière la plus proche de ce que je fais actuellement en médecine. Enfin, c'est ce que je vois un peu plus souvent, donc je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur ça. C'est moins loin pour moi. Même si, après, posez des questions sur ce que vous voulez, hein, pas de souci. Mais ça, notamment. Donc, la clavicule est orientée en haut, en arrière et en dehors. C'est vrai. Ça, c'est la visualisation. C'est pas toujours simple. Je vous invite à regarder des schémas, des photos, des applications. Il y a plein de supports. Effectivement, quand vous prenez la clavicule du point proximal, donc un peu au-dessus de votre sternum, en dessous de votre cou, là, vous prenez le début de la clavicule. Si vous la suivez avec votre doigt, vous voyez en fait qu'elle s'oriente un peu vers l'arrière. Elle rebique un peu vers le haut et elle va vers le dehors. Vers le dehors, ça veut dire en fait, elle fuit votre centre axial. On a tous un centre axial qui passe de notre tête et qui descend tout en bas, au milieu de notre corps. Ben, plus un truc est en dehors, plus il est latéral, c'est un peu synonyme, plus il s'éloigne de notre centre axial. Par exemple, si je compare mon nez avec mon oreille, c'est important ce que je dis parce que les questions de vocabulaire en anatomie, ça dérange tout le monde. Donc pareil, j'espère que les tuteurs qui vous font les cours, ils insistent bien sur ça. Si je prends mon nez et mon oreille, vous voyez que mon nez, il est plus médial, il est plus au milieu de mon axe, et mon oreille est plus en dehors. Synonyme, ça veut dire quoi? Que mon nez est plus en dedans et que mon oreille est plus en dehors. Okay, les termes d'en dehors, en dedans, ça, c'est assez comparatif avec d'autres trucs souvent. On vous dira, par exemple, l'ulna est en dedans du radius, par exemple. Ou alors le radius est en dehors de l'ulna. Bref. Question vocabulaire, demandez-moi. Tout souvent, je fais des vidéos à la con où je montre mes os, mais bref, ça aide un peu à voir. L'acromion s'articule avec l'humérus, c'est faux. L'acromion, il s'articule seulement avec la clavicule. Votre clavicule s'articule avec l'acromion de la scapula, et c'est la scapula qui s'articule avec votre humérus. Je vous invite, si vous ne l'avez pas, vous me direz, mais j'ai fait 2 PowerPoint sur les 2 premiers cours que j'avais donnés, thoracique et membre pelvien, où j'ai vraiment bien détaillé, c'est assez joli, j'ai mis des schémas et tout, ça peut vous aider à visualiser. Ouais, Noam. Est-ce que c'est possible de réexpliquer vite fait ce que c'est la liaison dative? En fait, comment la liaison elle s'établit? Comment les électrons ils sont répartis? La liaison dative, alors je passe très vite parce que franchement ça tombe très rarement, mais en gros des fois, notamment faut pas que je dise des bêtises, l'ammoniac NH3, il a 3 liaisons avec des H, ok, et donc sur son N, il a un doublé non liant. En fait, il a 2 électrons qui sont collés et qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas faire de mise en commun, ok. D'accord. Et ben la liaison dative, en fait, carrément, le N, l'azote, il va se dire bon bah ok, je fais carrément un don de ce doublé à un atome qui n'en a pas du tout, qui n'a pas du tout d'électrons, notamment le H. En fait, le H, très souvent, il se retrouve sans électrons, c'est ce qu'on appelle un H+, du coup. Et en fait, ce H, il a une case quantique où il n'y a aucun électron. Il y a une orbitale qui est vide. Donc, pour faire la liaison,
en fait, pour faire un partage d'électrons, en fait, il a besoin d'un électron quand même. Et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, le N va donner son doublé au H. Il va dire, bon, bah, tu sais quoi, vas-y, je prends pour moi, et mes 2 électrons, ben, je les partage dans cette liaison qu'on fait ensemble. Et en fait, les 2 électrons du doublé non liant vont se caler avec le H. Et en fait, c'est comme si le H avait gagné un électron, mais qui ne vient pas de lui, quoi. C'est pour ça qu'on dit vraiment que c'est une liaison dative, c'est un don. C'est un seul doublé non liant qui est donné. Ouais. Ok, merci. Désolé, c'était un peu bancal, mais ça va. Non, c'est bon, c'est parfait. Merci. Ok, parfait. Allez, sur la face postérieure de l'humérus passe le sillon du nerf huméral. Ça, c'est un piège à la con. Humérus, du coup, on se dit nerf huméral, bon, ok, ça coule de source. Non, pour le coup, c'est le nerf radial qui passe sur la face postérieure. Petit tips d'ailleurs intéressant, quand on fait une fracture de l'humérus, toujours regarder si le nerf radial est lésé. Le nerf radial, ça sert à relever le poignet. Si vous voyez quelqu'un dans la rue qui s'est cassé le bras, vous demandez de relever le poignet. S'il n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a une lésion du nerf radial. C'est potentiellement beaucoup plus grave. Voilà, ça c'est un petit tips. La fovea radiale s'articule avec le capitulum, capitulum pour, bref, latiniste be-like là. La fovea radiale, du coup, ouais, c'est vrai. Et le piège, en fait, c'est qu'il y a un autre nom au niveau du bras et du poignet, c'est le capitatum, qui est au niveau des os du poignet. C'est un piège qui tombe tout le temps. Capitulum, capitatum, ça tombe tout le temps. Un autre piège qui tombe tout le temps que vous verrez, c'est le piège carpe-tarse. Carpe, c'est les os du poignet. Tarse, c'est les os de la cheville. Ça tombe tout le temps. Un autre piège qui tombe tout le temps en anatomie, c'est les tubercules. Sur la clavicule, vous avez le tubercule trapézoïde, vous avez le tubercule coronoïde, vous avez le tubercule conoïde. Enfin bref, il y a plein de noms différents qui se ressemblent, ça fait super gaffe. Bref, je m'éparpille, mais en anatomie, il y a plein de pièges qui sont possibles, donc faites gaffe. Et enfin, l'incisure trochléaire est formée par la face antérieure de l'olécrâne et la face supérieure du processus coronoïde. Où est-ce que j'ai mis ça? Là. Donc ça, c'est le diapo que j'avais fait. Peut-être qu'un tuteur a pris ce diapo pour faire le cours, hein, je ne sais pas du tout. Mais en gros, l'incisure trochléaire, c'est celle-là, qui s'articule avec la trochlée au niveau de la fin de l'humérus. Et en fait, là, on le voit mieux. Ici, l'incisure trochléaire, en fait, c'est fait, ce trou, en fait, cette incisure, elle est formée par la face antérieure de l'olécrâne. L'olécrâne, c'est la partie grosse qui se profile sur le postérieur. Et la face supérieure du processus coronoïde. Okay, c'est cette partie grise qui est recouverte du coup de cartilage hyalin pour faire des articulations. Ok. Plus que 2 questions et je vous laisse tranquille. La ceinture scapulaire est formée en avant par la clavicule et en arrière par la scapula. C'est vrai. Super important. Ceinture scapulaire, c'est la ceinture en fait qui vous permet de mettre votre membre avec votre squelette axial. Qu'est-ce qu'il y a? En avant la clavicule, en arrière la scapula qui communiquent entre elles. Et bien, ces deux os permettent d'attacher votre bras. Attention, dans la ceinture pelvienne, au niveau de votre jambe, enfin de votre bassin-jambe, il n'y a qu'un seul os qui fait la ceinture pelvienne, qui est l'os du bassin, okay, l'os coxal. Piège super important, on compte 3 os au total dans le bras, c'est faux. Le bras, par abus de langage, on dit que ça va de l'épaule à la main, c'est faux. Le bras, c'est ce qui va de l'épaule à votre coude. Dans cette partie-là, donc le bras, qui est différent de l'avant-bras, vous avez un seul os, c'est l'os huméral, l'humérus. La clavicule présente une courbure médiale convexe en arrière. Ok, alors ça, j'avoue que je ne pourrais pas vous le faire maintenant. J'avoue que quand je fais des cours, je me tue à vous faire comprendre ça parce que c'est toujours, toujours ça fait débat. Mais en fait, si vous êtes assez fin pour le coup, ce qui est mon cas, je suis très maigre, vous avez une courbure médiale qui est convexe en avant et courbure médiale qui est convexe, oui c'est ça, convexe en avant et une courbure du coup latérale qui est plus en dehors, qui est concave en avant. L'inverse est équivalent. Dire que c'est convexe en avant revient à dire que c'est concave en arrière. Dire que c'est convexe en arrière revient à dire que c'est concave en avant. Ok, ça c'est super chiant. Si vous avez des problèmes, vous me demandez, je vous l'explique en commentaire, en message privé. Ok, mais ça bien comprendre. Convexe, c'est quand ça bombe. Du coup, convexe en avant, c'est que ça bombe en avant. Concave, c'est quand ça creuse, en gros. Regardez les images de clavicule. Vous verrez que c'est une forme de S. Il y a bien un côté qui bombe et un côté qui creuse. La scapula s'étend de la 2e à la 8e côte. Ça, c'est vrai, c'est du Parker. C'est un os qui est plutôt assez grand quand même. Et la cavité glénoïdale, qui s'articule en fait avec l'humérus, regarde en haut, en avant et en dehors. Pareil, ça, c'est de la visualisation. C'est pas toujours simple.
Mais effectivement, ça regarde vers là, parce que vers là, il y a l'humérus en fait, qui s'attache. Et enfin, vous verrez en anatomie, vous aurez le temps de le voir, mais vous avez souvent des QCM schémas et des QCM écrits. Attention, les QCM écrits sont de plus en plus utilisés au concours. Les QCM schémas sur l'anatomie, souvent, c'est archi simple. J'avais vu une annale où on disait, en gros, ça, c'était le pénis. Donc, c'était assez facile de savoir quand même, entre vagin et pénis, c'était pas trop compliqué, normalement. Donc, voilà, des fois, c'est super simple, mais des fois, c'est vraiment bâtard parce qu'ils mettent pas de schéma. Et c'est que des questions de texte qui sont beaucoup plus dures. Donc, faites attention, entraînez-vous bien sur les deux choses, dans ces deux versants l'anatomie. 22 désigne le capitulum. 22 est ici. Effectivement, c'est le capitulum et pas le capitatum. Donc, attention à ça. Dans 5 s'insère le muscle biceps brachial. Ici, là, c'est faux. C'est le muscle deltoïde. Ce V deltoïdien, c'est son nom. Il est sur la face antéro-latérale. Il est en dehors de votre humérus. Et votre deltoïde, je ne sais pas si vous savez c'est quel muscle. C'est le muscle en dehors de votre épaule, en gros. Et bien, ce muscle, il est bien latéral. Il s'insère bien sur cette partie-là. 12, ici, c'est la tête humérale, représente le tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Alors ça, c'est juste du par cœur à la con. Mais en gros, effectivement, cette espèce de rond, là, ça fait un tiers d'une sphère de 3 cm de rayon. Plein de pièges sur ça. Attention, c'est bien le tiers, c'est bien 30 mm ou alors 3 cm. C'est la même chose. Soyez pas bêtes, désolé, c'est pas contre vous. Hein. Mais souvent, il y en a qui disent, ah ben, on met 3 cm, ils disent, ah ben non, c'est 30 mm. Bon, bah, du coup, oui, 30 mm, ça fait bien 3 cm. Faites gaffe. Hein. Et c'est bien rayon et pas diamètre. Et attention, cette dimension-là est différente de la tête fémorale au niveau du membre pelvien qui, elle, fait 2 tiers d'une sphère de 25 mm de rayon. Donc voilà, c'est un piège vraiment qui retombe tout le temps. Ça, un peu plus de détails. À la partie crâniale, donc la partie haute, la partie crâniale, c'est en gros en haut. La partie caudale, c'est en bas. À la partie haute de 14, qui est le tubercule mineur, on retrouve la coiffe de rotateur, c'est faux. C'est la partie haute du tubercule majeur qui est en 13. En haut, ici, la coiffe de rotateur, c'est quoi? C'est tous les muscles qui permettent de bouger votre épaule. Et bien, ça s'insère ici. Et enfin, à la face postérieure de 25, 25 qui est ici. Donc ici, c'est l'épicondyle ou le condyle médial, pardon. Ici passe le nerf ulnaire, derrière, à la face postérieure. C'est le nerf que quand vous tapez contre un coin de votre chaise, vous avez une décharge électrique dans le bras. Ben, c'est ce nerf-là qui donne cette décharge électrique. Voilà. Désolé pour les 2 petites fautes que j'ai fait. Merci, Ilan, je crois, de m'avoir... Ah, pardon, il y a des questions. Merci de m'avoir détaillé ça. OK, 3 questions, c'est parti. Dites-moi, alors je ne vois pas qui les pose. OK, alors Célia, du coup. Alors, moi, j'avais juste une question sur les uns, parce que... Alors, pardon, je ne t'entends pas bien, je suis désolé. Est-ce que tu peux parler plus fort? Alors, en fait, là, tu m'entends? Ouais, un peu mieux, mais vas-y, continue de parler quand même plus fort. Ah, ok. Donc, pour l'ulna, il y a vers la fin, en bas, le processus thyroïde. Alors, je t'entends mal, je suis désolé, je ne sais pas si c'est que moi ou... Ah, ok, j'écris un message. Vas-y, écris un message, parfait. Okay. Je suis plus intelligent, bravo. En attendant, juste, vas-y, Ambre, du coup. Juste, du coup, on pourra avoir ce QCM sur WhatsApp parce qu'en fait, on l'a, mais on n'a pas la correction. Évidemment, ouais, c'était voulu, t'inquiète, je te l'envoie après. Ok, merci. Pas de souci. Et Ilan, vas-y. Une question, pour le muscle du biceps brachial, il passe dans le sillon intertuberculaire? C'est ça, exactement, qui est en numéro 16, juste là. Il est attaché par les ligaments. Je ne me rappelle plus par quel ligament il est attaché. Alors ça, sincèrement, je pense que c'est pas forcément à savoir par cœur parce qu'il y a plein de ligaments en fait. Donc je pense que dans le cours, on ne te détaille pas trop. Mais si je dis pas de bêtises, c'est le ligament huméral transverse. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a d'autres ligaments quand même qui jouent un jeu un peu là-dessus. Bref, c'est pas de ton ressort, t'inquiète. Ok, ça va. Voilà. Et du coup, j'attends juste la question en écrit. Ouais, là. Alors, j'avais pas compris pourquoi là, on dit que le processus thyroïde est en dedans de la tête. Alors, Luna, processus thyroïde en dedans. Alors, attends, je te montre ça. Voilà, parfait. Du coup, ici, tu as ton radius qui est là. OK. Et tu as ton ulna qui est ici. Là, cette vue-là, c'est une vue antérieure quand tu as ton bras en mouvement de supination. En fait, en mouvement normal. La position conventionnelle du squelette, c'est le bras avec la paume qui regarde vers l'avant. Et bien, du coup,
imagine, là, tu as ton bras du coup qui est droit. Ok, là, c'est l'os médial en dedans. Là, c'est l'os latéral en dehors. Du coup, en fait, il faut imaginer que ici, tu as ta tête, tu as ton corps. Bref. Et bien, en fait, le processus styloïde, il est plus en dehors. Il est plus latéral. Ok, alors que ici, sur l'ulna, le processus styloïde, il est plus en dedans. Il est plus médial. Il est plus proche de ton axe principal, de ton axe axial, en fait. Ok, je sais pas si... Il faut vraiment que tu l'imagines sur Attends, je sais pas si j'ai un squelette en entier, là. Sûrement. C'est le cours pour, quand même. Là. Ou là, peut-être. Ouais, là. Voilà, en gros, c'est ton bras droit ici. Tu as ton ulna, ton radius, tu as ton corps au milieu. Du coup, si on compare le processus styloïde du radius, le processus styloïde de l'ulna, le processus styloïde du radius, il est plus en dehors, il est plus latéral, au niveau de la tête, là, tu vois. Ah, pardon. Bah, la tête, en fait, c'est juste le bout. C'est vraiment le bout de ton os. Du coup, au niveau de la tête, ce qui est plus latéral, ça reste en dehors, et ce qui est plus médial, ça reste en dedans. Pour l'ulna, c'est pareil. La tête de l'ulna, elle est ici, et du coup, le processus styloïde, il est plus médial, il est plus proche de ton axe central, donc il est médial en dedans. Désolé. C'est OK? Allez, parfait. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Désolé pour le retard. Si vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas. Je sais que des fois, certains sont un peu timides. Surtout, ne m'appelez pas vous, parce que j'ai 22 ans et que j'ai la même tête que vous, je pense. Donc, tutoyez-moi. Et j'avoue que si vous pouvez m'expliquer bien vos questions avec des audios, des fois, ça ne fait pas de mal, parce que par texte, ce n'est pas toujours facile. Et je réponds souvent en audio pour vous expliquer. Voilà. Si vous avez des questions sur la médecine, sur l'organisation, sur le travail, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas. De toute façon, on sera amené à se rencontrer. Voilà, bonne soirée à tout le monde et bon courage. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Ciao. Au revoir. Merci. De rien, ciao. Au revoir.